Bienvenue sur l'île de Ré, sur la réserve naturelle de l'îlot des Niges, gérée par l'LPO depuis 1980. Jean-Christophe Lemel, conservateur de cette réserve, je vais vous présenter notre expérience sur le Life Nature Adapt et les réflexions qu'on a pu mener sur l'adaptation au changement climatique. Nous sommes au nord de l'île de Ré, dans les marais du Fier d'Ars. La réserve naturelle se situe en partie sur une zone maritime qui fait environ 170 hectares. Les enjeux sont à la fois des enjeux ornithologiques, évidemment une zone d'alimentation pour les oiseaux, une vasière importante, un pré salé. Des enjeux aussi en termes d'habitat, une vasière avec des herbiers de zoster, un pré salé assez riche, qui est d'anciens marais salants qui ont été repris par la mer au 19e siècle. Et puis on a une partie terrestre qui est constituée de 60 hectares de marais salés endigués, d'anciens marais salants, qui sont protégés par une digue et sur lesquels les oiseaux vont venir se reposer à marée haute dans des marais qui sont gérés pour servir de reposoir, et aussi vont pouvoir s'alimenter sur certains marais, et en période de reproduction, certains marais ont été aménagés avec des îlots pour que les oiseaux puissent y nicher. Autre enjeu sur cette partie terrestre, ce sont les marais endigués, donc l'habitat lagune, qui est un habitat prioritaire et qu'il est extrêmement important de protéger, et qui ne peut être présent sur ce secteur que si on a une digue qui nous permet de réguler les niveaux d'eau et donc de gérer cet habitat pour que l'habitat lagune puisse s'exprimer dans ces marais endigués. Alors pourquoi réfléchir au changement climatique sur cette réserve naturelle? L'élément déclencheur s'est produit en 2010 avec la tempête Xynthia. La réserve a été intégralement submergée. On le voit derrière nous, il y a encore quelques stigmates sur la digue qui est derrière, où une partie du parapet avait été emportée lorsque la mer est passée par-dessus ce parapet. Et donc à partir de ce moment-là, on s'est retrouvé à devoir agir dans l'urgence face à nos marais qui étaient entièrement sous l'eau. La réaction, ça a été de dire il faut remettre la digue en état et revenir à l'état initial, l'état avant la submersion, pour retrouver tous les enjeux qui concernent la réserve, à savoir les enjeux pour les oiseaux en termes de reposoir, zone de nidification, les enjeux pour l'habitat lagune et d'autres encore. Donc on s'est mis en marche pour trouver des moyens pour remettre en état notre digue et revenir à l'état précédent. Et puis une fois le mouvement de panique entre guillemets passé, on s'est dit cet événement-là, il est peut-être révélateur de quelque chose de plus profond. Les submersions sur les marais de l'île de Ré, c'est quelque chose qui a été connu depuis très longtemps. Des événements exceptionnels comme ça étaient relativement récurrents, mais on est dans un contexte de changement climatique, et à partir de ce moment-là, on s'est dit ces événements-là pourraient très bien se reproduire plus souvent et surtout avec une plus forte intensité. C'est ce que certains modèles semblaient prévoir. Donc on s'est dit il faut qu'on trouve des moyens pour réfléchir posément aux effets du changement climatique, et au-delà même du risque de submersion qui est pour nous le risque le plus évident, mais peut-être il y a d'autres effets du changement climatique qu'on n'envisage pas et sur lesquels il faut aussi se préparer. Se préparer parce que là on a été pris au dépourvu, du jour au lendemain la réserve était submergée et on n'avait aucune réflexion sur les moyens d'agir, sur ce qui était pertinent ou pas de faire, et donc on ne voulait absolument pas se retrouver dans cette situation. Et donc avoir anticipé au maximum les choses à faire, à prévoir face aux différents événements qui pourront se produire suite au changement climatique. Alors quelle perspective ici pour ce site dans l'avenir face au changement climatique? L'enjeu majeur, c'est le risque de submersion avec l'élévation du niveau marin. Donc des études localement ont montré que depuis 1970, le niveau de la mer s'est élevé déjà de 10 cm. Donc sur la période 70-2010, en 40 ans, plus 10 cm. Donc on sent que c'est quelque chose qui est extrêmement prégnant. Sur l'avenir du site, on a la chance d'avoir un site qui nous donne l'image du futur grâce au passé. Donc là, on a sur la zone maritime d'anciens marais, d'anciens polders qui ont été repris par la mer à la fin du 19e siècle, suite à un événement de tempête de type Xynthia. Et depuis la fin du 19e siècle, la nature a repris ses droits, même si on a encore la structure des anciens marais qui est très présente. Donc on a un pré salé qui s'est réinstallé dessus. Donc sur cette partie terrestre, on sait que d'ici à 2050, on a fait des simulations en tenant compte de la hauteur de nos digues
et de l'élévation prévisible, autant qu'elle puisse l'être, du niveau marin. Et on sait que d'ici 2050, notre digue ne permettra plus de contenir les plus hautes marées. Donc au plus tard, en 2050, notre digue sera submergée aux plus hautes mers et donc on aura forcément des brèches qui vont s'ouvrir. Et donc cette partie terrestre de marée salée endiguée, sur lesquelles pour l'instant on maîtrise les niveaux d'eau, ne sera plus une partie de lagune gérée, comme on l'est actuellement, mais on sera sur une partie qui sera submergée au plus tard en 2050, mais possiblement avant, puisque l'événement de type Xynthia pourrait se reproduire bien avant 2050, si l'on en croit aussi là encore les prévisions qui nous annoncent des événements, des récurrences plus importantes et des événements plus violents. Donc qui voudrait dire que notre digue, qui n'est pas en meilleur état que quand Xynthia est passé, notre digue ne résistera pas non plus. Alors face à ce changement climatique et ce risque de submersion, donc on a développé un plan d'adaptation qui se développe en trois axes majeurs. Le premier, c'est anticiper. Maintenant qu'on sait que cette zone à terme sera submergée, il faut prévoir déjà de aménager le site, plutôt entre guillemets déménager le site, c'est-à-dire enlever tout ce qui pourrait devenir gênant lorsque la mer reprendra ses droits sur ce site. Donc ça veut dire dégager un certain nombre d'équipements comme les clôtures qui étaient installées pour les moutons ou des ouvrages hydrauliques qui ne seraient plus nécessaires à l'avenir. C'est aussi mettre en place un certain nombre de suivis scientifiques parce qu'il est intéressant de documenter l'état avant et de pouvoir suivre après la recolonisation, par exemple par la végétation de présalé. Le deuxième axe, c'est relocaliser. Parce que sur cette partie terrestre, on a un certain nombre d'enjeux biologiques, des stationnements d'oiseaux importants, des zones de nidification, un habitat lagune qui est prioritaire. Et donc tous ces enjeux et ces fonctionnalités ne pourront plus être assumés par site partie quand elle sera submergée. Donc on a lancé aussi une réflexion sur où relocaliser cette partie-là de la réserve. Et ça veut dire trouver des terrains qui puissent assurer les mêmes fonctionnalités. Et là, ça demande un travail de concertation parce qu'on est sur une zone, on est sur une île. Et donc, autant sur certains autres secteurs, on peut imaginer qu'on va simplement, entre guillemets, reculer, même si c'est jamais simple puisqu'on empiète sur d'autres territoires. Ici, le recul, il est très très limité. Donc on va se retrouver sur des secteurs où on va être face à d'autres enjeux sociaux, économiques. Et il va falloir faire sa place parmi tous ces enjeux, sachant que d'autres acteurs sont aussi soumis à ce risque de submersion sur certains secteurs. Et puis le troisième axe, ça va être d'accompagner ce changement. Parce que culturellement ici, le point de vue de la population originaire de l'île de Ré, c'est que ces marais, ils doivent être défendus. Et donc nous, on a pris le parti, avec aussi les collectivités locales qui ont entériné le fait que cette zone ne serait pas défendue, que cette zone-là ne serait plus du marais. Et ça, il faut accompagner la population locale pour qu'elle se fasse à l'idée que cette zone, non, sera un jour, redeviendra du présalé, et donc que les paysages vont évoluer, et peut-être pas dans le sens dans lequel ils le souhaiteraient, et pour lequel leurs ancêtres se sont battus depuis plusieurs siècles pour aménager du marais. Et là, non, ça ne sera plus du marais. Alors si vous aussi, gestionnaire, vous réfléchissez à vous lancer dans une réflexion sur la démarche d'adaptation, voilà ce que ça nous a apporté. Ça nous a permis déjà de se poser, parce que ces idées, on les avait déjà quelque part, les réflexions de façon informelle, on les avait. Mais là, on a pu dérouler une problématique assez claire et poser nos idées, prendre un peu de recul, s'extraire du quotidien. Alors si on peut avoir quelqu'un qui nous appuie, c'est encore mieux parce qu'on a un regard vraiment extérieur et c'est beaucoup plus facile que quand on est, nous, gestionnaires, immergés dans le quotidien et c'est pas toujours facile de prendre le recul nécessaire. Donc voilà, avoir un pas de côté, de regarder et puis de dérouler une méthodologie qui permet de mettre noir sur blanc tous les éléments importants à prendre en compte. Et ensuite d'aboutir à un plan d'adaptation qu'on peut présenter aux partenaires.
Et ça, c'est important parce que si on avait juste exposé nos idées de façon peut-être un peu brouillonne ou pas forcément très organisée, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu la même crédibilité. Et là, on a pu développer vraiment un argumentaire très, très solide pour expliquer ce qui allait se passer, faire prendre conscience quelque part aussi à nos partenaires, je pense notamment aux collectivités, de ce qui allait se passer, parce que c'est quelque chose dont on entend parler, le changement climatique, mais concrètement, là on a pu mettre des choses très précises, hein, l'élévation du niveau marin, une date entre guillemets de submersion au plus tard, on pourrait dire, et puis de développer tout ce qu'on peut anticiper pour faire face à ça. Donc ça nous a donné vraiment une forte crédibilité au niveau des collectivités, et on a finalement reçu un soutien assez important de la collectivité, notamment de la communauté de communes, qui va dans notre sens et qui maintenant est prête à nous appuyer, notamment sur l'enjeu majeur qui est la relocalisation de la partie terrestre. Et ça, je pense que sans le plan d'adaptation, sans le Life Nature Adapt, on n'aurait pas eu les moyens de faire ça et de pouvoir avoir cette crédibilité-là face à la collectivité locale.